Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fascinant du métier, les erreurs de construction. Ce moment où le calcul, la conception ou l'exécution conduit à des catastrophes mémorables. Vous pensez peut-être que les erreurs en génie civil sont rares ou anecdotiques, et pourtant elles ont marqué l'histoire, souvent au prix des vies humaines et des pertes économiques colossales. Ces événements nous rappellent l'importance cruciale de la rigueur scientifique, mais ils nous offrent aussi des leçons précieuses pour l'avenir. Des barrages qui n'ont pas pu résister à la puissance de la nature, à des ponts qui se sont effondrés sur leur propre poids, ces erreurs racontent une histoire, celle du limite du génie humain face à l'environnement, aux matériaux et parfois aux imprévus. Dans cette vidéo, nous allons non seulement revisiter ces catastrophes, mais aussi décoder leurs causes. Qu'est-ce qui a vraiment mal tourné? Quel choix aurait pu éviter le désastre? Et en fin de vidéo, nous partagerons une histoire incroyable. Une erreur qui aurait pu être une mégapole entière, mais qui fut miraculeusement évitée. Le 7 novembre 1940, un événement choquant a secoué l'histoire de l'ingénierie. Le pont Tacumanaros dans l'état de Washington s'est effondré de manière spectaculaire seulement 4 mois après son ouverture. Cet effondrement qui a choqué le monde entier a été filmé et reste l'un des incidents les plus étudiés dans le domaine de la construction des ponts. Le pont Tacumanaros, surnommé Galopingerti, était un pont suspendu qui reliait Tacuma à l'île de Guigarboa. Lors de sa construction, ce pont était une véritable prouesse technique. Long presque de 2 km, il était l'un des plus grands ponts suspendus du monde. Mais malgré sa beauté et sa modernité, le pont était conçu de manière plutôt mince et légère, un design qui allait se révéler dangereux. Le matin du 7 novembre 1940, le vent soufflait à environ 65 km à l'heure. Mais ce n'était pas un vent ordinaire. Ce vent allait dévoiler une faiblesse cachée dans la conception du pont. Le vent a commencé à provoquer des oscillations sur le pont. Au début, ces mouvements étaient légers, presque invisibles. Mais rapidement, ces oscillations se sont amplifiées. Le pont se mettait à trembler de plus en plus fort avec des ondulations visibles. Les vibrations étaient si fortes que les véhicules traversant le pont se sentaient secoués. Mais personne ne se doutait de l'ampleur du danger. Ce qui a causé cette catastrophe est un phénomène appelé le flotteur ou oscillation aérodynamique. Le vent a généré des oscillations régulières qui se sont synchronisées avec la fréquence naturelle du pont. Cela a conduit à une amplification progressive des mouvements, un peu comme si vous poussiez doucement une balançoire et que se balançait de plus en plus fort. Le pont est devenu instable et ces mouvements ont atteint une telle ampleur que les câbles de suspension ne pouvaient plus les supporter. Finalement, la structure du pont n'a pas pu résister à ces mouvements. Le tablier du pont a commencé à se tordre et en quelques heures, il s'est effondré dans l'eau en un spectacle impressionnant. Les véhicules qui se trouvaient dessus ont eu de la chance de s'en sortir, mais l'effondrement a été une dévastation pour la structure. Cet effondrement a secoué l'industrie de la construction des ponts. Les ingénieurs ont dû revoir les normes de conception des ponts suspendus. Désormais, des tests aérodynamiques et des études sur la dynamique des structures sont devenus indispensables. Un nouveau pont plus robuste et mieux conçu a été construit en 1950 avec des mesures pour empêcher les oscillations dangereuses. L'effondrement de Tacumanaros a donc marqué un tournant dans l'ingénierie des ponts et son étude est toujours une référence aujourd'hui. Le pont Tacumanaros restera dans les mémoires non seulement comme un symbole de beauté de l'ingénierie, mais aussi comme un rappel des dangers liés à la conception des structures exposées aux forces naturelles. Aujourd'hui, il est une leçon de résilience et d'innovation dans le monde de l'ingénierie. Au cœur de l'Italie, dans la ville de Pisa, se dresse l'un des monuments les plus emblématiques du monde, la tour de Pisa. Mais cette structure, aussi célèbre pour son inclinaison que pour sa beauté, cache bien des secrets. La tour de Pisa, ou Torre Pedante en italien, est le clocher de la cathédrale de Pise, située sur le célèbre Campo dei Miracoli ou Champ des Miracles. Sa construction commence en 1173 sous la direction de l'architecte Bonanno Pisano. À l'origine, elle était conçue pour être une simple tour pour la cathédrale. Mais ce qui semblait être un projet simple allait rapidement devenir un défi pour les ingénieurs et bâtisseurs de l'époque. À peine la construction commençait, un problème majeur surgit, le sol. La terre sous la tour, trop molle et instable, ne supportait pas le poids de l'édifice. Peu après le début des travaux, les architectes remarquent que la tour commence à s'incliner. Et au fil des années, l'inclinaison ne fait qu'augmenter. À son apogée, l'inclinaison atteindra près de 5,5 degrés, un angle qui rendait la tour dangereuse à fréquenter.
Architecturalement, la tour de Pisa est un chef-d'œuvre du style romain italien. Elle mesure 57 mètres de haut et se compose de 8 étages dont un sous-sol. Son extérieur est orné de colonnes élégantes et de décorations sculptées dans du marbre blanc provenant des carrères de Carrare. Chaque étage est séparé par des balustrades décoratifs et au sommet vous trouverez un balcon circulaire offrant une vue imprenable sur la ville. Les Italiens aiment raconter des légendes sur la cause de l'inclinaison. Certains disent qu'il est un effet voulu, une touche d'originalité pour marquer la grandeur de la ville. D'autres évoquent des erreurs de construction intentionnelles, mais la vérité est bien plus simple. C'est le sol, trop meuble qui est responsable. Au fil des siècles, l'inclinaison de la tour est devenue un véritable défi pour sa préservation. Après plusieurs tentatives pour stabiliser l'édifice, un projet de restauration ambitieux débute dans les années 1990. Des techniques modernes comme l'ajout de plomb et l'extraction des terres sous sa base permettant de réduire l'inclinaison à 3,97 degrés. Ces efforts ont permis de sauver la tour de Pisa de l'effondrement tout en lui permettant de conserver sa place de symbole dans le monde entier. Aujourd'hui, la tour de Pisa est l'une des destinations touristiques les plus visitées au monde. Les visiteurs peuvent gravir les 294 marches jusqu'au sommet pour une vue spectaculaire de la ville et des environs. Et bien sûr, la fameuse photo où l'on tente de redresser la tour reste l'un des clichés les plus prisés. Plus qu'un simple monument, la tour de Pisa est un symbole de persévérance et d'ingéniosité. Bien qu'elle ait failli tomber à plusieurs reprises, elle continue de défier les lois de la gravité et de capturer l'imaginaire des millions de personnes qui la visitent chaque année. Dès sa construction à son inclinaison en passant par sa restauration, la tour de Pisa nous rappelle que parfois ce sont les imperfections qui rendent un monument vraiment extraordinaire. Le 8 août 1975, un drame humain et technologique dévastateur a frappé la Chine. Ce jour-là, le barrage de Banqiao, construit pour contrôler les crues et irriguer les terres agricoles, a cédé sous la pression des eaux. L'effondrement de ce barrage reste l'une des pires catastrophes d'ingénierie de l'histoire moderne. Le barrage de Banqiao était une œuvre d'ingénierie imposante, un projet ambitieux lancé dans les années 1950 pour lutter contre les inondations fréquentes et fournir de l'eau pour l'agriculture dans la région. Il fut achevé en 1968, une partie des grands projets nationaux d'infrastructures hydrauliques en Chine. Mais en août 1975, une catastrophe naturelle a frappé la Chine avec une force inimaginable. Le typhon Nina, l'un des plus puissants de l'histoire, déversait des pluies torrentielles sur la région. Et en seulement 3 jours, le rivière russe sur laquelle le barrage était construit recevait près de 1000 mm de pluie. Les autorités du barrage, dépassées par l'ampleur des intempéries, ne pouvaient plus gérer la montée du niveau des eaux. Les barrages voisins déjà fragilisés ont commencé à se fissurer sous la pression. Finalement, dans la nuit du 8 août, le barrage de Banqiao a cédé. L'eau dévala le fleuve avec une violence dévastatrice engloutie des villages entiers. Des milliers de maisons ont été détruites et en quelques minutes, l'impact a été d'une ampleur inimaginable. Entre 171 000 et 255 000 personnes ont perdu la vie. Les vagues ont tout englouti sur leur passage, emportant des vies et des biens. Des milliers de kilomètres carrés de terre ont été inondés, détruisant des récoltes et provoquant des crises alimentaires. La population déjà vulnérable a souffert des maladies et des conditions de vie catastrophiques. Les enquêtes menées après la catastrophe ont révélé de nombreuses lacunes dans la conception de la gestion du barrage. Le manque d'entretien, les erreurs de conception et l'incapacité des autorités à anticiper l'ampleur des conditions météorologiques ont contribué à la tragédie. En réponse à cette tragédie, la Chine a réformé ses politiques de gestion des barrages. Pourtant, les conséquences humaines de cette catastrophe sont restées profondes. Des millions de personnes ont perdu leur foyer et la reconstruction a été lente et difficile. De nombreuses familles ont été déplacées et les cicatrices de cette tragédie sont restées visibles pendant des décennies. Aujourd'hui, Banqiao est un symbole de danger associé aux grands projets d'infrastructures mal planifiés, mais aussi un rappel brutal de l'importance de la sécurité et de la prévoyance dans la gestion des ressources naturelles. Le barrage de Banqiao n'est pas qu'une tragédie événement du passé, mais une leçon vivante pour le présent et l'avenir. La gestion des risques, l'ingénierie responsable et l'anticipation des catastrophes naturelles sont des défis qui demeurent aujourd'hui de notre civilisation. Le 2 mars 1973, un drame a bouleversé la communauté de Baylas Crossroads en Virginie aux États-Unis. Un immeuble en construction, le Skyline Plaza, s'est effondré de manière catastrophique, emportant avec lui la vie de 14 ouvriers et en blessant 34 autres. Le Skyline Plaza était censé être un monument d'urbanisme, un complexe de 26 étages comprenant appartements, bureaux, hôtels et commerces situé au cœur de Baylas Crossroads. Conçu pour répondre à la demande des logements en pleine expansion dans la région de Washington DC, ce projet ambitieux devait offrir une nouvelle vision de l'architecture moderne. Le 2 mars 1973, vers 14h30, une catastrophe imprévue se produit. Le bâtiment encore en construction s'effondra soudainement, tuant 14 ouvriers et en blessant 34 autres. Mais comment un tel accident a-t-il pu se produire?
L'effondrement était le résultat d'une série d'erreurs fatales. La principale cause, la suppression trop précoce des étais soutenant les dalles en béton au-dessus des étages 22 et 23. Ces étais étaient essentiels pour maintenir la structure stable pendant que le béton durcissait. Sans ce soutien, les dalles ont commencé à se fléchir. Une défaillance en cisaillement sur la dalle du 23e étage a déclenché un effet domino, provoquant l'effondrement de tout le bâtiment. L'effondrement a causé des pertes humaines tragiques et des blessures graves. 14 ouvriers ont perdu la vie. Le dommage matériel ont été évalués à 12,5 millions de dollars, bien au-delà des attentes. Après cette tragédie, une enquête approfondie a révélé des défaillances de la gestion de la construction. Les normes de sécurité n'ont pas été respectées et l'absence de surveillance adéquate a permis à ces erreurs humaines. L'affaire a mené à des réformes dans l'industrie de la construction en insistant sur l'importance des vérifications rigoureuses et du respect des délais de durcissement du béton. Aujourd'hui, l'effondrement du Skyline Plaza reste un sombre rappel de l'importance de la sécurité dans la construction. Ce drame a marqué un tournant dans la réglementation de la construction, mais la tragédie des ouvriers ne doit jamais être oubliée. L'effondrement du Skyline Plaza est plus qu'une histoire de défense technique. C'est une leçon sur l'importance de la sécurité, de la vigilance et du respect des normes, afin que de tels accidents ne se produisent jamais. L'histoire des erreurs en génie civil n'est pas simplement une suite de catastrophes, c'est aussi une histoire d'apprentissage, de progrès et de résilience. Ces échecs, bien qu'impressionnants et parfois tragiques, ont permis à l'ingénierie moderne d'évoluer. Ils nous rappellent que chaque erreur est une opportunité d'amélioration. Aujourd'hui, les technologies de pointe, les méthodes de calcul avancées et l'analyse des matériaux permettent de prévenir de nombreux incidents. Mais plus encore, ces histoires nous enseignent l'importance de l'humilité et de la collaboration dans ce domaine complexe qu'est le génie civil. Parce que construire pour l'avenir, ce n'est pas seulement bâtir plus grand ou plus haut, c'est bâtir plus sûr, plus durable et plus respectueux des défis que nous impose la nature. Alors, quelle histoire dans cette vidéo vous a plus marqué et c'était ce point aussi là où le barrage submergé? Dites-le nous en commentaire vos idées, vos impressions enrichissent cette communauté. Et si cette exploration des échecs et des triomphes du génie civil vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et partager cette vidéo avec d'autres passionnés. Ensemble, continuons à apprendre, à réfléchir, à bâtir l'avenir du génie civil. Merci d'avoir regardé et rendez-vous bientôt pour découvrir d'autres histoires fascinantes qui façonnent notre monde. À très bientôt.